Quel est le point commun entre Emmanuel Macron, Donald Trump, Ronald Reagan, Margaret Thatcher et Tim Cook, le PDG d'Apple? Ne vous inquiétez pas, je ne me lance pas dans les vidéos politiques, non. Leur point commun, dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est qu'ils se sont tous vantés au cours de leur carrière de ne dormir que 4 à 5 heures par nuit. Si même les plus hauts dirigeants font la promotion des nuits courtes, c'est que cela ne doit pas être si grave, non? Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler sommeil, et en particulier du nombre d'heures dont on a vraiment besoin chaque nuit et de quelles peuvent être les conséquences d'un manque de sommeil sur la santé en général et sur le cerveau en particulier. Et vous allez comprendre pourquoi c'est extrêmement problématique qu'un dirigeant qui doit justement à la fois aborder chaque jour des sujets complexes et avoir un contrôle parfait de ses émotions ne dorme pas suffisamment alors que le sommeil est fondamental pour tous ces aspects et pour inspirer positivement ses collaborateurs, comme je vais vous le montrer. Mais il ne s'agit évidemment pas que de ces personnes. Dormir trop peu est aussi néfaste pour notre santé à tous. Et avec cette vidéo et d'autres qui vont suivre, mon but est de vous motiver à comprendre l'importance vitale du sommeil, bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour cela, je vous propose d'abord de répondre à cette question fondamentale: combien de temps devrions-nous dormir chaque nuit pour notre santé, avant de regarder dans le détail les effets du manque de sommeil sur la gestion des émotions? Sachant bien entendu que ces aspects ne sont qu'une toute petite partie de tous les autres critères à prendre en compte pour optimiser son sommeil. C'est pour cette raison qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une annonce très importante à vous faire. Je lance une nouvelle formation en ligne, justement entièrement dédiée au sommeil, que j'ai appelée l'Académie du sommeil, tout simplement. C'est la première vraie nouvelle formation que je crée depuis 6 ans, depuis le lancement de mon programme de cuisine Natura Cook. Cela vous montre l'importance énorme que j'accorde à ce sujet. Le lien pour en savoir plus est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Mais en quelques mots, c'est à ma connaissance le programme le plus complet qui existe autour du sommeil en français. J'ai travaillé des mois à lire toute la littérature scientifique sur le sujet, à étudier les travaux des meilleurs experts mondiaux, pour vous synthétiser tout cela sous une forme compréhensible avec à la fois de la théorie et de la pratique. Dans ce programme, vous allez notamment apprendre tout le fonctionnement du sommeil en détail, pourquoi chaque étape est fondamentale, quels sont les effets de la lumière et des écrans, comment les utiliser pour mieux optimiser son sommeil, quels sont les effets précis du manque de sommeil sur le métabolisme, le cancer, le système immunitaire ou la performance sportive. Il y a aussi un gros dossier sur le cerveau avec tous les effets du sommeil sur l'apprentissage, la mémoire et la créativité. Et bien évidemment, toute une partie sur l'alimentation. Est-ce qu'il y a des aliments qui aident à mieux dormir? À quel moment de la journée il faudrait manger pour respecter son rythme biologique? En résumé, je veux que ce programme ait le même effet pour vous que sa préparation a eu pour moi, une énorme gifle de réalisme. Parce qu'avant de me plonger vraiment dans la science du sommeil, je n'imaginais pas à quel point le sommeil n'est pas seulement un pilier important de la santé, mais peut être considéré plutôt comme le socle sans lequel aucune fonction dans notre organisme ne peut fonctionner correctement. Et à la fin du programme, vous aurez tous les outils pour retrouver le meilleur sommeil possible et déborder d'énergie. Donc pour reprendre en main votre sommeil, cliquez sur le lien sous la vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Pour ceux qui sont encore là, revenons à notre question initiale à laquelle je réponds évidemment aussi dans ma formation, ce qui vous donnera une idée de tout ce que vous y trouverez d'ailleurs. Pour savoir de combien d'heures de sommeil nous avons besoin, je peux commencer en vous posant une simple question. Est-ce que vous pensez avoir suffisamment dormi cette semaine? Dit autrement, quelle est la dernière fois, en dehors des vacances et des week-ends, où vous vous êtes réveillé naturellement, sans aucun réveil et sans avoir besoin de café ou autre excitant, en vous sentant reposé et avec les idées parfaitement claires? A priori, si vous êtes honnête pour une bonne partie d'entre vous, la réponse devrait être que non, vous ne vous réveillez pas naturellement au top de votre forme tous les matins. Vous traînez cette fatigue tout le long de la journée et vous savez que vous ne dormez pas assez. Dans un monde toujours plus connecté, tous les pays voient un recul de plus en plus inquiétant du temps de sommeil et la proportion des personnes dormant bien trop peu ne cesse d'augmenter dans la plupart des pays, de la France à la Chine, des États-Unis au Brésil. Avec le rythme de la vie moderne qui s'accélère, des flux d'informations 24 heures sur 24 qui poussent à l'hyperconnexion ininterrompue, de l'éclairage artificiel permanent, le temps de sommeil est vu comme facultatif par de plus en plus de personnes, soit par contrainte malheureusement pour un grand nombre de travailleurs, soit même par choix volontaire, croyant naïvement qu'ils vont avoir le temps de faire plus de choses dans leur journée, alors que c'est exactement tout le contraire. Si on regarde par exemple le temps de sommeil des Français en détail, avec l'étude la plus récente parue en mars 2019 sur les 18-75 ans,
Déjà, la question « Quel est pour vous le temps de sommeil idéal pour être en forme ?» La réponse moyenne est de 7h14 et on voit que dès le départ, il y a un petit problème. Vous vous dites peut-être que 7h14 c'est largement suffisant et si c'est du vrai temps qualitatif, ce serait une durée qui conviendrait à une bonne partie de la population, mais à une partie seulement. Sauf que le souci est que nombreux sont ceux qui confondent temps de sommeil effectif et temps passé au lit. Ce qui n'est pas la même chose car d'une part, beaucoup de personnes mettent un certain temps à s'endormir en se couchant et d'autre part, on ne prend pas non plus assez en compte les réveils nocturnes, dont on ne se souvient pas forcément d'ailleurs. Autant de temps à soustraire, autant idéal que les personnes imaginent. C'est ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil. Si par exemple, vous avez une efficacité de 90%, ce qui est une bonne moyenne, et que vous êtes au lit pendant 7h14 pour reprendre cette durée, cela signifie que vous n'avez dormi réellement que 6h30. Regardons maintenant les réponses justement sur le temps de sommeil réel des Français, sachant que là aussi la réalité est sûrement encore inférieure, car comme je viens de vous le dire, nous avons tous des micro-réveils nocturnes dont nous ne nous souvenons pas forcément. Hors sieste, le temps de sommeil par nuit est en moyenne de 6h34 en semaine les jours de travail, et de 7h12 les week-ends ou les jours de repos. Là, on est sur une moyenne. Si on classe les gens par temps de sommeil, 36% dorment 6 heures ou moins en semaine, ce qui est énorme et surtout en constante augmentation. Et si on prenait en compte ceux qui sont en dessous de 7h30 de temps de sommeil effectif, on dépasse largement les 50%. On peut ensuite regarder les différences par catégorie socio-professionnelle, c'est aussi instructif. Les moins diplômés et ceux avec les revenus les plus faibles sont proportionnellement plus nombreux à dormir 6 heures au moins, certainement parce qu'on y retrouve beaucoup de travailleurs de nuit ou habitant loin de leur lieu de travail. Et si on regarde par catégorie d'âge, ce qui est très inquiétant, c'est que les 18-24 ans ont perdu 12 minutes de sommeil en à peine 7 ans, entre 2010 et 2017, ce qui correspond notamment à la période de l'explosion des smartphones. Enfin, la moitié des personnes rapportent des problèmes de sommeil, un chiffre aussi en augmentation progressive depuis les premières enquêtes. Pour le dire de manière plus claire, en 50 ans, le Français moyen a perdu environ 1h30 de temps de sommeil et c'est la même tendance dans les autres pays. Au Royaume-Uni, par exemple, selon une enquête récente, la situation serait encore plus dramatique avec une moyenne de 6h20 par nuit et le Japon est le pays où on dort le moins. Un dernier chiffre intéressant. Plus les gens fument, moins ils dorment. La prévalence des courts dormeurs passe de 34% pour les non-fumeurs à 49% pour les gros fumeurs. Donc si vous êtes fumeur et que vous voulez faire du sommeil une priorité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Depuis le début de cette vidéo, je vous dis que l'on ne dort pas assez, mais pas assez par rapport à quelles normes? Comment définir cette durée idéale de sommeil pour avoir une santé optimale? C'est ce qu'ont tenté de faire l'Association américaine de médecine du sommeil et la Société de recherche sur le sommeil dans un consensus scientifique publié en 2015. Ces experts ont épluché toute la littérature scientifique et les travaux étudiant les effets du sommeil sur tous les aspects de la santé, cardiovasculaire, mental, métabolisme, performance, cancer, immunité. Et le consensus est clair. Pour les adultes de plus de 18 ans, moins de 6 heures par nuit est sans le moindre doute dommageable pour tous. Et entre 6 et 7 heures de sommeil est aussi certainement loin d'être idéal, même si les effets sont moins nets. Donc la seule recommandation qui fait consensus absolu est que 7 heures est la limite inférieure en dessous de laquelle il ne faudrait pas descendre. Et il faut bien comprendre qu'on parle de temps de sommeil effectif. Comme je l'ai dit juste avant, il faut considérer que vous n'avez pas une efficacité de sommeil de 100% et qu'il faut donc vous laisser ce qu'on appelle une opportunité de sommeil plus large. C'est-à-dire que pour avoir au moins 7 heures de sommeil réel, il faudrait certainement que vous passiez entre 7h30 et 8h15 au lit. A l'inverse, est-ce que l'on peut dormir trop? Est-ce qu'il y aurait une limite à ne pas dépasser? Ce qu'on observe en fait dans les études, c'est que les gens qui dorment plus, au-delà de 9 heures, ont souvent des maladies qui les poussent justement à dormir. Il y a aussi une pathologie spécifique, l'hypersomnie, qui est caractérisée par un état de somnolence quasi permanent, mais c'est une maladie rare et très spécifique. Alors, est-ce que dans l'absolu, il peut y avoir trop de sommeil? Alors, en théorie, oui, si cela venait empiéter sur d'autres besoins vitaux. Si par exemple, vous dormiez 23 heures sur 24, vous n'auriez presque plus le temps pour boire ou manger. Mais toutes les études qui ont placé les gens dans des conditions idéales, sans lumière artificielle, sans stimulation, où ils peuvent dormir autant qu'ils veulent, montrent qu'une fois la dette de sommeil remboursée, c'est-à-dire le fait de dormir un peu plus longtemps quand vous avez été en manque de sommeil pendant plusieurs nuits, eh bien les gens dorment naturellement dans la fourchette de 7h30, 9h. Et aucune étude n'a jamais montré le moindre mécanisme
par lequel trop de sommeil pourrait provoquer des problèmes de santé chez un sujet sain. C'est toujours le contraire, c'est la maladie qui peut augmenter le temps de sommeil. Je sais bien que certains d'entre vous vont vouloir me répondre « Oui, mais c'est mon rythme normal, moi je me sens en pleine forme en ne dormant que 4 ou 5 heures par nuit ». Il y a une explication très simple, c'est que votre référentiel est complètement biaisé, c'est-à-dire que cela fait certainement longtemps que vous dormez peu, et donc l'état de forme mentale et physique dans lequel vous êtes au quotidien est devenu votre nouvelle norme. Mais je veux être encore une fois très clair, non, on ne peut pas s'entraîner et s'habituer à dormir peu. Biologiquement, vous en paierez toujours les conséquences sous une forme ou sous une autre. Il y aura des différences, pour certains, ce sera un effet d'abord sur les troubles métaboliques, d'autres sur les capacités cognitives ou la stabilité émotionnelle, mais le manque de sommeil affecte négativement tout le monde d'une manière ou d'une autre. Pour finir sur ce point, oui, il y a aussi une part génétique. On a commencé à trouver des mutations sur certains gènes qui permettraient à certains de dormir un peu moins longtemps, mais d'une part, on vient juste de le découvrir, donc nous n'avons pas encore assez de recul pour savoir s'il y a des effets négatifs à long terme. Et d'autre part, cela ne concerne visiblement qu'environ une personne sur 4 millions. Donc par exemple, une quinzaine de personnes en France. Et je ne pense pas trop m'avancer en affirmant que vous ne faites certainement pas partie de ces exceptions génétiques. Cette fourchette de 7 à 9 heures de sommeil n'est évidemment qu'une première étape. La durée précise pour chacun d'entre vous est ensuite quelque chose de personnel qui va dépendre de beaucoup de facteurs, votre âge, votre activité physique, votre état de santé du moment, etc. Il y a différentes façons de faire pour déterminer cette durée idéale et naturelle pour vous, que je détaille dans mon programme, l'Académie du sommeil, mais la plus basique est de faire 2-3 semaines sans aucun réveil, sans prendre de stimulants la journée si possible, sans s'exposer trop à la lumière et aux écrans le soir pour ne pas décaler son horloge biologique, en se couchant à la même heure tous les soirs et idéalement dans une période sans trop de stress. En général, vous passez les premiers jours à dormir plus pour rembourser votre dette de sommeil, tout le manque de sommeil que vous avez accumulé juste avant, et ensuite vous arrivez à un rythme de croisière qui sera votre temps de sommeil naturel. Le seul souci est qu'idéalement, il faudrait que vous ayez une période sans trop de contraintes horaires le matin, comme des vacances, et c'est d'ailleurs un phénomène que vous avez sûrement déjà observé en vacances justement. J'ai donc répondu à la question de la durée idéale de sommeil pour la population générale, mais quelles seraient concrètement les conséquences des nuits trop courtes? Le sommeil est resté longtemps un mystère, et c'est seulement récemment que l'on commence à comprendre son utilité. Parce que, de prime abord, c'est un système un petit peu absurde. Et imaginez par exemple si vous aviez un bébé et que l'on vous disait à l'hôpital, alors il est en parfaite santé, tout va bien, mais il y a juste une chose. À partir de maintenant et pour le reste de sa vie, tous les jours, il tombera dans un état qui ressemble à un coma. Son corps sera immobile, mais son esprit sera parfois rempli d'hallucinations étranges. Et ce phénomène va occuper environ un tiers de sa vie, et on ne sait pas pourquoi, ni à quoi ça sert. Allez, bon courage. Et du point de vue de l'évolution aussi, cela peut paraître absurde. Quand on dort, on ne peut pas chercher de la nourriture, trouver un ou une partenaire, et donc se reproduire, protéger ses enfants ou soi-même contre les prédateurs. Pour toutes ces raisons, il y a une énorme pression sélective contre le sommeil. Comme a dit le docteur Alan Rechtschaffen, pionnier de la recherche sur le sommeil, si le sommeil ne sert pas à une fonction absolument vitale, alors c'est la plus grosse erreur de toute l'évolution. Mais pourtant, le sommeil s'est bien développé et est resté dans toutes les espèces animales, ce qui signifie qu'il doit bien remplir des fonctions absolument vitales, que ses avantages doivent être très largement supérieurs à tous ses inconvénients. Depuis 15 ans, la recherche scientifique a énormément progressé sur ce sujet et on sait désormais que le sommeil est lié de près ou de loin à tous les aspects de la santé. La santé cardiovasculaire, la santé métabolique, la santé mentale et les troubles psychiatriques, le système immunitaire, la performance mentale évidemment, mais aussi la performance physique, les risques de cancer et bien sûr la mortalité en général. Je ne vais pas détailler ici tous ces effets, mais pour info, je rentre justement dans le détail des liens entre sommeil, chronobiologie et tous ces paramètres de santé que je viens de citer dans ma formation l'Académie du sommeil. C'est aussi par cet angle des effets négatifs du manque de sommeil que l'on peut déterminer la durée minimum nécessaire puisque sur beaucoup de paramètres de la santé, on observe une dégradation en dessous de 6 heures, voire même de 7 heures. De manière empirique, on peut commencer par regarder ce qu'il se passe en cas de restriction extrême. Le record du monde de restriction volontaire de sommeil date de 1964
Et il est toujours officiellement en place pour une bonne raison. Le livre Guinness des records refuse d'enregistrer ces records depuis des dizaines d'années parce qu'ils estiment que c'est trop dangereux pour la santé. Par comparaison, le Guinness accepte d'enregistrer des records comme le plus haut saut en parachute, hein. Vous vous souvenez sûrement là, des images en 2012 de l'événement sponsorisé par Red Bull avec un homme en combinaison spatiale qui est monté à 40 km d'altitude dans une petite capsule avant de se jeter dans le vide et même de passer le mur du son pendant sa chute. Donc je répète, juste pour que vous réalisiez bien ce que je suis en train de dire. Se jeter dans le vide à 40 000 mètres d'altitude et descendre à 1300 km/h, pas de souci, on enregistre votre record. Par contre, se priver de sommeil pendant plusieurs jours, vous êtes des grands maboules, c'est beaucoup trop dangereux. Revenons donc à notre record officiel de 1964, qui est très intéressant notamment parce qu'il est très bien documenté, car suivi par toute une équipe de chercheurs. Le volontaire, Randy Gardner, était un étudiant américain de 17 ans qui est resté éveillé pendant 264 heures, soit 11 jours. C'est important de savoir qu'il était suivi attentivement par toute une équipe, notamment pour le tenir éveillé, parce que sans supervision, on finit toujours par faire des micro-siestes sans même s'en rendre compte. À partir du 4e jour, il a commencé à faire des crises de paranoïa, à avoir des hallucinations et même des troubles de la mémoire équivalents à un début d'Alzheimer. On lui faisait faire des tests cognitifs régulièrement et au 11e et dernier jour notamment, on lui a demandé de faire une simple opération de calcul en soustrayant répétitivement 7 en partant de 100, c'est-à-dire en faisant 100 moins 7, 93, 93 moins 7 égale 86, 86 moins 7 égale 79, etc. Et il s'est arrêté d'un coup à 65 en restant figé devant le tableau, les yeux dans le vide. Et quand on lui a demandé pourquoi il s'était arrêté, il a dit qu'il avait complètement oublié ce qu'il faisait. Mais il n'y a pas besoin d'aller dans des extrêmes pareils pour voir ses effets. Pour tester des conditions plus réalistes, des chercheurs avaient pris en 2003 48 adultes et les avaient répartis en 4 groupes. Le premier avait fait 3 nuits blanches, soit 72 heures d'éveil consécutif, et les 3 autres groupes ont eu une durée précise de sommeil pendant 14 jours. Un groupe avec 4 heures par nuit, un autre avec 6 heures par nuit et le dernier avec 8 heures. Tous les groupes ont eu des tests cognitifs et d'attention chaque jour, et les résultats sont assez parlants. À la fin des 2 semaines, 4 heures par nuit étaient équivalent à 2 nuits blanches sur les performances cognitives, sur le nombre d'inattention et d'erreurs dans les tests, et 6 heures par nuit étaient équivalent à une nuit blanche. Et surtout, dans les groupes 4 heures et 6 heures par nuit, les performances ont continué à se détériorer avec le temps, chaque jour un peu plus, et il n'y avait pas de plateau limite visible. Autre point important, quand on a demandé aux participants d'estimer subjectivement leur niveau de manque de sommeil et leur baisse de performance, ils ont tous sous-estimé ces critères. Comme je l'ai dit juste avant, le problème à long terme est qu'on s'habitue à ce manque de sommeil, on est très mauvais pour s'en rendre compte. Cette baisse de concentration d'énergie et de performance devient notre nouvelle norme et on passe sa vie dans un état suboptimal mental et physique. Je le répète encore une fois pour être parfaitement clair, 60 ans de recherche scientifique permettent de dire catégoriquement à ceux qui prétendent vivre sans aucune conséquence, avec seulement 4 ou 5 heures par nuit, que c'est totalement faux, ils se racontent des histoires. Encore un autre exemple très parlant, sans même aller jusqu'à des nuits très courtes de 4 heures, il existe une expérience grandeur nature qui a lieu chaque année et qui concerne 1,5 milliard de personnes, c'est le changement d'heure, spécialement le passage à l'heure d'été où l'on perd 1 heure de sommeil. Une étude américaine a montré que le lundi qui suit ce passage à l'heure d'été, il y a notamment une hausse de 25% du nombre d'attaques cardiaques par rapport aux autres lundis habituels, avec seulement 1 heure de sommeil en moins. C'est notamment pour toutes ces raisons que le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a classé le travail de nuit comme cancérogène probable, exactement comme pour le glyphosate par exemple, sauf que, contrairement à ce dernier, il n'y a malheureusement pas beaucoup de monde pour manifester ou lancer des pétitions pour défendre nos heures de sommeil, alors que c'est clairement un enjeu de santé publique autrement plus important et qui concerne autrement plus de gens. Parlons maintenant d'un autre effet très concret du manque de sommeil pour toujours mieux vous faire comprendre son importance vitale, la gestion des émotions. Si vous avez des enfants, vous savez très bien reconnaître tout de suite quand ils n'ont pas assez dormi, ils vont être très irritables, avoir des émotions qui partent d'un coup dans les extrêmes. Et quand ils font une crise, cela fait souvent dire aux parents j'en connais un qui n'a pas assez dormi. On le sait donc tous instinctivement pour les enfants, mais on l'oublie totalement une fois passé à l'âge adulte, alors que le sommeil est toujours aussi fondamental dans la régulation de nos émotions. Pourquoi ? Il y a 2 zones dans le cerveau qu'il faut connaître pour bien le comprendre.
D'un côté, il y a le cortex préfrontal, la zone juste derrière le front, qui gère notamment les fonctions exécutives, c'est le rationnel et la prise de décision pour faire simple. Et de l'autre côté, on a l'amygdale, qui est une paire de noyaux situés près de la base du cerveau et qui fait partie de ce qu'on appelle le système limbique. Ce sont toutes les parties du cerveau liées à la gestion des émotions. L'amygdale en particulier sert à détecter les signaux pouvant entraîner la peur, notamment en nous permettant de décoder les émotions des autres. Être capable de juger si la personne en face de vous est par exemple agressive ou non, c'est une qualité fondamentale pour la survie. Quand on dort suffisamment, ces deux zones travaillent ensemble en harmonie, mais dès que l'on va manquer de sommeil, d'une part, il y a une diminution de l'activité des neurones et du flux sanguin dans le cortex préfrontal, et d'autre part, la connexion entre ce dernier et l'amygdale est fortement dégradée. Le centre émotionnel de notre cerveau est donc comme débridé, et la zone rationnelle n'est plus efficace pour le contrôler, d'où des réactions émotives exacerbées qui peuvent partir beaucoup plus vite dans les extrêmes. Et il y a des études qui ont bien montré que l'intelligence émotionnelle mesurée par des tests diminuait avec le temps de sommeil, en particulier l'empathie et la capacité à contrôler ses pulsions. Ce manque d'empathie et de contrôle émotionnel va évidemment poser des problèmes dans votre vie privée, mais aussi dans votre vie professionnelle. Si je reviens à l'introduction de ma vidéo où je citais les dirigeants qui se vantent de dormir très peu, il y a de plus en plus d'études qui montrent que cette attitude est totalement contre-productive, notamment pour tous les travaux de Christopher Barnes de l'Université de Washington, qui est l'un des meilleurs spécialistes de la relation entre sommeil et travail. On catégorise souvent un manager comme bon ou mauvais, comme charismatique ou non, comme si c'était une donnée constante et invariable, alors que le sommeil joue un rôle fondamental sur ces critères justement. Dans une des études de l'équipe de Barnes, ils ont suivi le sommeil de 40 managers et des 120 employés sous leur responsabilité et la qualité de leur relation de travail pendant 3 mois. Résultat, les managers qui ne dormaient pas assez étaient notés systématiquement comme plus impatients, plus irritables et antagonisants par leurs employés, et le pire étant que les managers n'en avaient absolument pas conscience. Une autre étude du même type a été faite sur 88 managers et tous leurs subordonnés, où ces derniers ont noté leurs responsables pendant 2 semaines. Les résultats sont encore une fois très parlants. Quand les managers avaient peu ou mal dormi, il y avait beaucoup plus de chances qu'ils fassent preuve d'un comportement abusif le lendemain, ce qui entraînait un niveau d'engagement inférieur des employés. Quand le leader ou le manager dort mal, c'est tout le groupe qui va mal performer. Le sommeil affecte aussi le charisme, les capacités à inspirer et motiver les autres, aussi bien du côté du leader que des suiveurs. Dans une étude de 2016, les chercheurs ont demandé à des étudiants de donner un discours avec un groupe qui dormait 2 heures de moins que l'autre la nuit juste précédant le discours. Et ils ont ensuite demandé à un troisième groupe de noter le niveau de charisme de chaque intervenant. Donc juste 2 heures de sommeil en moins, ce n'est pas si énorme, mais ceux ayant moins dormi ont tout de même reçu en moyenne une note clairement inférieure aux autres. Pourquoi ? Eh bien, pour inspirer et être perçu comme charismatique, il faut notamment transmettre des émotions positives, émotions qu'il est plus difficile de ressentir et d'exprimer quand on manque de sommeil, comme vous le savez certainement tous. Et encore beaucoup plus grave, les leaders qui ne dorment pas assez impactent négativement non seulement les émotions, mais aussi les comportements de leurs subordonnés. Pour prendre une anecdote personnelle, c'est quelque chose que j'ai très bien connu dans ma première vie de consultant en stratégie. Les managers vont en fait influencer votre sommeil de 2 façons. D'une part, en montrant que pour eux, le sommeil n'a pas d'importance, en envoyant par exemple des emails à 3 heures du matin, ou en se vantant d'être au top en ne dormant que 4 heures par nuit. Et d'autre part, par la contrainte, en poussant les employés à travailler tard et en critiquant ceux qui ne répondent pas à leurs emails de 3 heures du matin, justement. Le souci, c'est qu'il peut y avoir des conséquences très graves à pousser ses employés à moins dormir. Il y a évidemment les risques de sécurité, si on parle d'un travail où la concentration est vitale, mais il y a aussi un gros risque éthique. Plusieurs travaux ont montré que le manque de sommeil augmentait le risque d'avoir un comportement non éthique, moralement répréhensible ou de tricher. Dans une de ces études, les personnes dormant moins de 6 heures avaient clairement plus de risques d'avoir des comportements déviants, comme faire des faux reçus par exemple. Dans cette vidéo, je n'ai fait qu'effleurer le sujet du sommeil. Mon but ici était avant tout de vous faire réaliser que les effets du manque de sommeil sont bien plus massifs que ce que vous pouvez imaginer et qu'il y a de grandes chances que vous ne dormiez pas assez.
Mais le temps de sommeil n'est qu'un critère parmi d'autres. Il y a ensuite tout ce qui va tourner autour de la qualité de ce sommeil, des différentes phases et de tous les paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour l'optimiser. Des conseils concrets que je vous donne justement dans ma formation l'Académie du sommeil, dont le lien est juste en dessous. On se retrouve donc tout de suite là-bas ou bien dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.